Bienvenue à tous. Dans les vidéos précédentes, nous avons euh, déterminé les réactions aux appuis. Nous avons également tracé le diagramme des moments fixés et des efforts tranchants. Et pour cette vidéo, nous allons répondre à la troisième et la quatrième question. Donc la troisième est de tracer le diagramme des contraintes normales et des contraintes de cisaillement, d'en déduire la contrainte normale max et la contrainte de cisaillement maximum. Donc, sans toutefois tarder, nous allons passer à l'application. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que pour une structure en flexion simple, la contrainte normale est donnée par la relation sigma z est égal au moment fléchissant. Puisque nous on travaille à un point où est-ce qu'on a le moment fléchissant maximum, ce serait tout simplement le moment fléchissant maximum multiplié par y divisé par le moment d'inertie de la section par rapport à l'axe x. Le moment d'inertie au centre de gravité de la section par rapport à l'axe x. Donc, ce qu'on aura besoin de connaître ici, nous connaissons déjà le moment fléchissant maximum. Nous avons démontré à la question précédente. Et nous allons déterminer le moment fléchissant max. Y, c'est tout simplement la position sur laquelle on se trouve sur la section. Donc, ça veut tout simplement dire que pour quelqu'un qui se trouve très en bas de la section, pour un point situé loin en bas de la section, on aura une contrainte normale plus importante ou alors moins importante qu'un point situé dans une autre partie de la section. En d'autres termes, on essaie de nous faire comprendre que la contrainte normale essaie de varier avec l'axe Y, donc ça varie linéairement avec l'axe Y, car ces deux valeurs sont des constantes. Donc ça veut dire que notre contrainte normale, ça doit être l'équation d'une droite. Donc, telle que nous avons défini là, ça c'est notre contrainte normale sigma z, entre parenthèses, on va tracer ça en mégapascal. Ici, nous aurons la direction Y, ok. Donc, ici, nous allons rapidement déterminer notre moment d'inertie IGX, le moment d'inertie de notre profilé AI, c'est tout simplement le moment d'inertie de chaque section rectangulaire. Et pour calculer le moment d'inertie d'une section rectangulaire, on va appliquer Huygens pour la section ci, sachant que cette section sont les sections symétriques quand on a fait un profil en I. Donc ça veut dire qu'on va juste calculer le moment d'inertie de ce rectangle par rapport à ce centre de gravité en appliquant Huygens, on va multiplier par surface, par sa distance multiplié par 2. Vu qu'on a ceci deux fois. Donc ça veut dire que quoi? Notre moment d'inertie sera égal. Je calcule d'abord le moment d'inertie de cette partie. Donc on peut simplifier ça comme ceci. Comme ça. Ok. Si j'appelle ceci le corps 1, ceci le corps 2, et ceci également le corps 2, car les deux ont les mêmes moments d'inertie. Le moment d'inertie du corps 1, ce sera tout simplement sa base fois sa hauteur de tout divisé par 12, donc dh cube sur 12. Donc ça va tout simplement nous donner sa base, c'est 10 cm, 10 mm, donc on va trouver notre moment d'inertie en millimètres, fois sa hauteur qui est 180, car la hauteur c'est 200, moins 10 en haut, moins 10 en bas, on aura 180. Le tout divisé par 12, cela ça nous donne le moment d'inertie dont on cherche au centre de gravité. Et par la suite, on aura le moment d'inertie de ces deux autres parties, donc je vais multiplier tout simplement fois 2. Le moment d'inertie à le centre de gravité, c'est la base est plus importante que la hauteur ici, divisé par 12. Donc plus la surface multipliée par la distance qui sépare le centre de gravité par rapport au centre de gravité du système entier. Donc ça va faire tout simplement, la surface c'est tout simplement 100 fois 10. Or la distance qui sépare ici, la distance du centre de gravité système ci, la distance ici, bon en principe ça doit frapper là, je n'ai pas bien dessiné. On va avoir un truc un peu comme ceci. Voilà. On doit voir c'est cette distance qu'on doit chercher, la distance ici. Et vous allez facilement trouver que cette distance est 90 parce que toute la hauteur ici c'est 200 mm. Là on a 10 mm. Et cette distance ici, ça va faire tout simplement toute cette moitié qui est 100 moins 5. Donc ça va faire tout simplement 95 au carré. Ça c'est d'après Huygens. C'est simplement le principe d'Huygens qu'on applique ici. Donc ça va faire tout simplement 95 au carré. Ok, tout simplement. En calculant ça, on va trouver que notre moment d'inertie Gx est égal à moment d'inertie IGZ est égal tout simplement à 22 926 666,0
107 mm à la puissance 4. Donc voici ce qu'on trouve comme notre moment d'inertie. Et ça veut dire que on a déjà tout pour calculer notre contrainte normale. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que comme on l'a si bien dit depuis, notre contrainte normale est linéaire à y. Donc ça veut dire que son diagramme, tant que y est 0, lui il est 0. Et on va avoir tout simplement un diagramme comme ceci, l'équation d'une droite vers un truc comme ça. Voilà. On doit avoir un truc comme ceci. Donc ça veut tout simplement dire que lorsque on doit avoir la valeur max, ici, la valeur max, ça sera ici, on aura sigma max là. Sigma max, donc on va présenter ça comme ceci. Là, c'est sigma max ici. Ici, on aura la même valeur, mais plutôt la valeur négative. Donc, on aura moins sigma max là. Donc, le diagramme de contrainte sera comme ceci. Voilà, on aura un truc comme ça. Et pour trouver la contrainte sigma max, on peut tout simplement venir sur le graphique. On voit tout simplement que c'est lorsque y égale à h sur 2. Donc, je vais tout simplement remplacer y ici par h sur 2. Ça veut dire qu'en application numérique, on aura notre contrainte sigma z de max, soit tout simplement donné par quoi? Sigma z de max sera tout simplement donné par notre moment max. Or, notre moment max est 43,14 kN/m. Nous allons convertir ça à Newton/millimètre pour avoir un résultat final en mégapascal. Donc, en convertissant pour convertir ça en Newton/millimètre, on va tout simplement multiplier par 10 puissance 6. Donc, on aura 43,14 fois 10 puissance 6 fois y. Nous avons dit que y, sigma max, c'est lorsque y égale à h sur 2. Or, h c'est 2, ça. Donc, ça veut dire tout simplement que y doit prendre la valeur de 100 divisé par notre moment d'inertie dont on a calculé précédemment, c'est-à-dire 22, 9, 26, 666,67. En calculant ça, on va trouver que sigma max est égal à 188,16 mégapascal. D'où sigma taux max sera égal à 188,6 mégapascal. Ça, ce sont des valeurs très intéressantes. C'est avec ça qu'on va dimensionner notre structure. Ok. C'est avec ça que nous allons dimensionner notre structure. Alors, je vais mettre ça là. Ok. Donc, notre contrainte normale maximale, c'est 16,6 mégapascal. 16,16 mégapascal. On 16 là. Ok. Donc, par la suite, nous allons procéder de la même façon. Nous allons tracer le diagramme des contraintes de cisaillement. Ce qu'il faut savoir pour le cas de la contrainte de cisaillement pour un profilant I, c'est que dans notre cas, on n'a pas fait un profilant immense parce qu'il s'agit d'un profilant immense. Il y aura une autre stratégie pour calculer le contrainte de cisaillement. Mais pour ce profilé, nous allons tout simplement appliquer la formule de Jansky qui nous fait comprendre que la contrainte de cisaillement, taux Z, Y bas, fait comprendre que taux Z, contrainte de cisaillement, taux Z, Y bas, simplement dit que c'est la moyenne, est égale à T. T, ça serait l'effort tranchant qu'on va trouver au point où est-ce qu'on a le moment infléchissant. Ce qui pour arriver que dans un cas que lorsqu'on a un moment infléchissant maximum, on peut avoir un effort tranchant maximum. Ici va tout simplement nous faire comprendre qu'il n'y a pas de contrainte de cisaillement. Mais dans notre cas, si on revient dans notre diagramme de traceur des moments infléchissants, on va voir que lorsqu'on a un moment infléchissant maximum, on a une contrainte de un moment infléchissant maximum, c'est ici. Ceci correspond à un point qui nous donne un effort tranchant de 25,63 ou 14,38. Donc, si on va prendre l'un des deux, on va prendre la grande valeur. Donc, ça veut dire que notre T qu'on doit prendre, c'est 25,23. 25,63, qui n'est pas la plus grande valeur. Or, qui est la plus grande valeur par coïncidence? Oui, oui, bien sûr, c'est la plus grande valeur. Mais ça pouvait arriver que ça ne tombe pas sur le T max. Donc, dans notre cas, ça arrive sur notre T max. Vous voyez, il est négatif, mais c'est la valeur absolue qu'on va prendre pour faire nos calculs. Donc, on va tout simplement dire que T est égal à T max. Ça, c'est Jansky qui nous donne cette formule. C'est égal à T max, le moment statique de la section par rapport à X, divisé par la base fois le moment d'inertie par rapport au centre de gravité, par rapport à Gx. Donc maintenant, comment est-ce qu'on doit appliquer ceci? Ce qu'il faut faire d'abord dans un premier temps, qu'est-ce qu'on a? On a T max. T max, c'est notre effort tranchant. B, c'est la base de notre profil qu'on va considérer.
on doit appliquer cette formule pour cette partie. Donc, cette partie, les ailes, on doit appliquer cette formule pour les ailes. En principe, puisqu'on a déjà le moment d'inertie de toute la section, on a B, on a Tmax, il nous reste juste à déterminer le moment statique par rapport au centre de gravité ici. Donc, ce moment statique, je vais appeler ça IGX. Voilà. Ok, comment on va varier ce moment statique? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce cas, nous allons d'abord tracer la contrainte de cisaillement dans les ailes. Quand je parle dans les ailes, c'est dans la zone ci. Nous allons tracer d'abord la contrainte de cisaillement dans les ailes. Je vais appeler cela taux Z2. On va appeler cela taux. Voilà, c'est pas taux ici. On va appeler la contrainte de cisaillement dans les ailes taux Z2 Y1. Il sera égal à Tmax fois SGX1 divisé par B. B, ça serait tout simplement sa base ici. Ça serait tout simplement ça, divisé par B, moment d'inertie au centre de gravité X. Donc tout ce qui nous reste à déterminer, c'est le moment statique IGX1. Donc notre moment statique SG, notre moment statique SGX1, c'est le moment statique de la fibre la plus extrême, dans la fibre la plus comprimée. Donc vous allez voir que ce moment statique, c'est cette partie qu'on considère. Comme je vous ai dit, on calcule d'abord la contrainte de cisaillement dans les ailes. Donc, on va calculer le moment statique de cette partie ici. Cette partie, d'abord pour celle des ailes. Après, on va calculer pour l'arme. Donc, quand on calcule la contrainte de cisaillement dans les ailes, on va voir tout simplement que le moment statique de cette partie ici, on va appeler cette distance un petit y. OK. Donc, avec ça, on va pouvoir calculer le moment statique de la section en sachant que tout ceci, c'est H, avec H qui est égal tout simplement à 200 mm. OK. Et là, l'épaisseur, c'est 10 mm. Donc, pour calculer le moment statique, le principe est simple. Donc, on va calculer l'air ici de la partie assurée multiplié par le centre de gravité la partie assurée par rapport à la distance du centre de gravité de la partie assurée par rapport au point G, par rapport à l'axe X endocrité. Donc ça veut dire que le moment statique sera tout simplement à la surface. La surface là sera donnée par B, parce que la largeur B, c'est elle ici. C'est la largeur B. Ça sera donné par B, et B égale à 100 mm. 100 mm, partout là 100 mm. B égale à 100 mm. Ça va nous donner B, facteur de H sur 2, parce qu'on prend toute la hauteur ici sur 2. H sur 2 moins Y, donc on cherche le domaine assuré, donc je vais faire tout H sur 2 moins Y ici, donc moins Y. Là j'ai déjà les. Maintenant pour avoir la position du centre de gravité, on peut tout simplement faire Y ici, ok, Y ici, plus H sur 2 moins Y ici, tout divisé par 2 pour avoir ça au centre de gravité ici. Et en résolvant ça, nous allons trouver tout simplement 1,5. Donc, lorsqu'on va réduire, ça fait qu'on peut encore facilement voir que c'est 1,5 de Y plus H2. OK. En passant chacun par sa valeur, puisqu'on sait que B est égal à combien? B égale à 100. B égale à 100. Et 100 divisé par 2, ça nous fait 50. Ici, H est égal à 200. H égale à 200. Ici, on a une identité remarquable de la formule A carré moins B carré avec B qui est égal à Y. Ok, donc voici notre moment statique. Donc ça voudrait tout simplement dire que taux de Z de Y1 bas est égal à quoi? Est égal à T max à fonction 50 facteur de 100 carré moins Y carré, le tout divisé par B, I, G, X. Donc là, on va directement tracer cette fonction. N'oublions pas que cette fonction, c'est juste pour l'âme. Donc, ça veut dire qu'elle sera définie dans cet intervalle. Elle est définie juste dans ce domaine. La contrainte de cisaillement dans ce domaine. Nous allons tout simplement voir que tracer cette fonction. OK. Lorsque x, déjà, vous pouvez remarquer que contrairement à la contrainte normale qui était linéaire, la contrainte de cisaillement est parabolique. Et pour x égale à 0, on trouve qu'on a une contrainte. On peut facilement remarquer que pour y égale à 0, malheureusement pour y égale à 0, ça n'appartient pas à notre domaine. Notre domaine, c'est ici.
Or, cet intervalle me dit tout simplement que y appartient, parce que voici y qu'on matérialise là comme ça. Ça me dit que y appartient dans l'intervalle 90 et 100. Donc 90 et 100. Donc, on va d'abord prendre pour x, pour y égale à 100. On va se retrouver, on aura une contrainte de cisaillement nul. Donc, ça veut dire qu'on aura un truc comme ça. Ok, comme le diagramme est parabolique, on doit aussi calculer pour y égale à 90 pour avoir la valeur max. Donc, pour y égale à 90, on va tout simplement calculer ça. Qu'est-ce que ça nous donne? Donc, si on veut calculer pour y égale à 90, n'oublions pas que T max est égal à 25,63. Donc, on revient dans notre diagramme là. On a 25,63. C'est en kilonewton. Donc, on va également mettre ça en newton pour avoir des résultats directement à l'échelle. Donc, pour calculer, on va tout simplement voir que taux Z de Y1 bar est égal à quoi? C'est égal à T max. Or, T max c'est 25,63. Je vais mettre en newton. Ça fait fois 10 puissance 3 fois 50. Je vais dire ça c'est la valeur max dans cet intervalle, dans l'intervalle Y compris dans l'intervalle 90 et 100. Donc, ici, ça serait pour Y égale à 90 au carré, divisé par B. On a dit B était 100 fois le moment d'inertie. Le moment d'inertie, c'est le même moment d'inertie qu'on a calculé précédemment pour le moment pour l'effort, la contrainte normale. Donc, c'est ce même moment d'inertie. Donc, ce moment d'inertie, c'était 22 926 666,67. Ok, voilà. Donc maintenant, en calculant ceci, qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir tout simplement que la contrainte maxi donne donné 1,005 mégapascal. De plus, qu'est-ce qu'il faut remarquer? Il faut remarquer que si on travaille pour l'aile supérieure, on n'aura plus besoin de travailler pour l'aile inférieure parce que nous allons faire une section de symétrie. Donc, lorsque je vais travailler pour l'aile supérieure, je vais juste faire la symétrie pour avoir pour l'aile inférieure. Donc, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que si, comme on vient de trouver la l'allure de l'aile supérieure, on voit que pour y égale à 100, on a trouvé 0, c'est ce point, et pour y égale à 90, on a trouvé 1. Donc, on va tracer une petite parabole comme ça. Ok, voilà. Je vais aussi venir ici en dessous, je vais faire la même chose, petite parabole comme ça. Voilà, ok. Donc maintenant, on a fini avec les ailes et on va attaquer avec l'âme. On va attaquer avec l'âme. Et il ne faut pas oublier ici, on a une valeur de 1,05 mégapascal. Ok. En principe, ce que nous recherchons dans ce graphe, c'est la contrainte de cisaillement maximale. Tout comme nous avons déterminé la contrainte normale maximale, nous allons déterminer la contrainte de cisaillement maximale. Donc, la contrainte de cisaillement maximale, nous allons maintenant attaquer l'âme. Donc, pour l'âme, nous allons trouver aussi l'expression de sa contrainte. C'est taux Z de Y, on va appeler ça Y2. Bah, ça sera donné toujours de la même manière, T max sur SG X2 divisé par B, moment d'inertie Gx. Bon, maintenant, c'est S qui est le moment statique. Ok, ce moment statique sera égal à quoi? Donc, ce qu'il faut savoir, lorsqu'on va considérer l'âme, ça voudrait dire que on aura toute cette section. Donc, au lieu d'avoir ça comme précédemment, au lieu d'avoir ceci comme précédemment, nous aurons plutôt toute la section ici, toute la section ici que nous allons considérer. C'est toutes ces sections comme ça, parce que nous sommes en train de vouloir calculer le moment, la contrainte de cisaillement sur l'âme. Et pour la contrainte de cisaillement de sur l'âme, il faut savoir que le B ici, c'est la base de l'âme. Donc, on peut appeler ça B'. Ok, pour différencier avec le précédent B. Donc, on aura un truc comme ça. Donc, maintenant, ici, ceci, Y sera la distance qui tend d'ici à là. Ok, ok. Donc, maintenant, ce qu'il faut faire, c'est calculer le moment statique SG2, Gx2. Or, ce moment statique, comment est-ce qu'on va le calculer? Ce moment statique peut facilement se donner comme le moment, on peut diviser ça en deux, là, ici, comme ça. On calcule le moment statique de la partie ici, partie supérieure, et on additionne, puisque le moment statique de toute cette partie, c'est la somme des moments statiques. Ok, donc on va calculer le moment statique de la partie supérieure. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner tout simplement le moment statique ici. Donc, c'est ce moment statique lorsque Y égale à 90.
Ça, c'est le moment statique de la partie supérieure. Donc, ceci, ça va nous donner tout simplement ce moment lorsque y est égal à 90 et qu'on va remplacer y ici par 90. Qu'est-ce qu'on va obtenir? On va obtenir 50 facteur de 100 au carré moins 90 au carré, ok, plus le moment statique de cette petite partie. Or, on peut encore calculer ça de façon simple, comme on connaît par définition comment on calcule le moment statique, c'est-à-dire on calcule de la partie rectangulaire, ok, et on multiplie par la distance entre le centre de gravité de ce domaine et l'axe des x. Tout simplement, on va trouver en principe les mêmes résultats. Donc maintenant, ça c'est plus le moment statique de cette partie, cette courbe partie, ok. Son moment statique c'est quoi? Son moment statique c'est tout simplement son moment statique sera donné tout simplement par quoi? Sa surface fois la distance entre le centre du domaine et l'axe des x. Donc, on va trouver que son moment statique va nous donner sa surface. Sa surface, c'est la largeur ici, B'. La largeur B' ici, c'est 10. OK? Donc, c'est la largeur B' qui est 10. La largeur B', c'est 10. OK? Fois cette distance. La largeur B', c'est 10. Donc, on va faire 10 fois 90 parce que là, on aura 5 moins 10, on aura 90 là. Ici, on aura 90 dans ce domaine. On va faire 90 moins y. Ça veut dire qu'on aura, entre parenthèses, 90 moins y. Là, ceci, ça nous donne la surface. Et maintenant, on va identifier le YG pour cette petite partie. Le YG pour cette petite partie sera encore donné tout simplement à 1 demi de Y plus 1 demi de Y plus H sur 2. Et ce qu'il faut savoir pour ce cas, H sera tout simplement Y, c'est ça. Y, c'est la distance ici. OK. H ici, c'est cette distance. Bon, en principe, H sur 2, c'est cette distance. Bon, pas que c'est H sur 2. Cette distance-ci, on va faire Y plus cette distance-ci. Le tout divisé par 2 pour avoir la distance qui tend d'ici à l'axe des X. Si on assomme ces deux distances, on divise par 2, on aura cette distance. Or, cette distance, c'est 90. Parce que là, on a 10. Là, oui, tout ça, c'est ça. Et on obtient tout simplement Y plus 90 là, ok, c'est la moitié de Y plus 90. Donc, simplifiant ça au maximum, on va obtenir, en calculant ceci, ça va nous donner tout simplement 95 plus 5 facteur de, donc on va 1 demi, ici ça fait 90 au carré, Y carré, ok. Après ça, là on vient de retrouver le moment statique, l'expression du moment statique. Donc, ça veut dire qu'on peut tout simplement calculer, puisqu'on connaît la valeur de la courbe, on sait que c'est une parabole également parce que la fonction dépend de y carré. Donc, on va calculer tout simplement les valeurs possibles de deux valeurs de y, par exemple, y égale à 90, donc à ce point, y égale à 90 à ce point. Donc, on va calculer ça. Donc, c'est-à-dire pour y égale à 90, le retour z de y bar 2 va nous donner combien? Donc, on va tout simplement calculer ceci. Et pour calculer ceci, on va tout simplement venir sur cette formule, remplacer T max par sa valeur. T max est 25,63 fois 10 puissance 3 divisé par B'. Comme je vous ai bien dit, B' c'est 10. C'est la base de la lame. Donc, c'est 10 multiplié par le moment d'inertie de toute la section. 22 926 et 626,67 là. Et ici, quand y égale à 90, on va tout simplement remarquer que toutes ces secondes membres seront nuls. On va rester avec ceci. Donc, ça va faire fois 995 000 en temps pour moi. En calculant ça, on va obtenir tout simplement 10,62 mégapascal. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le graphe, ok, on va quitter de 1,05. On va aller à 10. Voilà, 10, comme c'est symétrie également. Ici, qu'on va aller à 10. Ici, on sera 10,62. Ici également, nous serons à 10,62. Ok, là, on a déjà trouvé un point. Puisqu'on sait qu'il y a symétrie, donc je peux tout simplement trouver l'image de ça lorsque y égale également à 0. Qu'est-ce qu'on aura? Lorsque y égale à 0. Donc maintenant, pour y égale à 0, je vois tout simplement tout
forcément pour y égale à 0, on va avoir taux z de y max. Ça va nous donner 25,63 fois 10 puissance 3 fois 95 000 plus 5 fois 90 au carré, entre parenthèses là, le tout divisé par 10 fois 22 millions 666,67 et en calculant ça on va obtenir 15,14 mégapascal. Oh, vous m'excusez, je ne vais pas batterie. Mégapascal. Ok, en fin de compte, nous retrouvons 15,14 mégapascal qui sera la valeur max. Ça veut dire qu'on va venir tracer ça sur le diagramme. C'est une parabole là. Ok, de même, ça va aller comme ceci. Oh, c'est pas juste un dessin en main. Ok, on aura ça comme ça. Et cette valeur max c'est 15,14 mégapascal. Bon, pas nécessaire de mettre les unités là. Ok, nous avons déjà précisé que ça c'était taux Z de Y entre parenthèses à mégapascal. Ok, donc nous avons trouvé la contrainte taux Z de max. Donc ça veut dire que taux Z de Y max est égal à 15,14 mégapascal. Ok, oh, excusez, 15,14 mégapascal. Donc, par la suite, nous allons directement répondre à la dernière question qui nous demande de vérifier la structure. La quatrième question, on va vérifier la structure selon 13 cas. Selon 13 cas. 13 cas nous fait comprendre le principe de 13 cas, lui, il est basé sur les contraintes de cisaillement max. Donc, on va calculer la contrainte de cisaillement de 13 cas qui est taux Z du max. Taux max, la contrainte de cisaillement selon 13 cas, c'est égal à 1 demi de sigma Z du max qu'on a trouvé plus en haut, plus taux Z du max au carré, le tout à la racine. Et en application numérique, on va appliquer ça en considérant sigma Z de max, la valeur qu'on a trouvée plus en haut, on aura 1 demi de 188,16 au carré, là également c'est au carré, plus 15,14 au carré, le tout à la racine. En calculant ça, on trouve 95 mégapascal. Or, la condition est que taux max est inférieur à 1 demi de sigma p, avec sigma p qui est la contrainte de calcul, ça donné par sigma admissible divisé par gamma s. Dans notre cas, notre sigma admissible c'est 230, gamma x c'est 1,15. On va retrouver tout simplement que ceci est égal à 200 mégapascal. Donc 1 demi taux max est égal à 95,29 mégapascal, qui est bien et bien inférieur à 100 mégapascal. Ok, la condition est vérifiée. Ok, ce qu'il faut aussi également savoir, c'est que dès lors qu'une structure est vérifiée selon 13K, elle sera aussi également vérifiée selon Vogt-Mises, parce que la contrainte de cisaillement de 13K est plus élevée que celle de Vogt-Mises qui dérive des énergies de distorsion. Ok, voilà en quelque sorte tout pour cette vidéo. Donc, si vous avez aimé, mettez un pouce vers la vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Merci bien.